Bonjour à tous. Bonjour. On a eu une petite minute de retard, mais tout va bien. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. On va attendre quelques minutes que tout le monde accède au webinaire. Alors, comme je le disais aussi ce matin, chez nous, sur Rennes, il fait beau. Alors, je ne sais pas chez vous quel temps il fait. À Auray, nous avons un grand soleil également. Bonjour Sonia, bonjour Isabelle, Elisabeth. Sur l'île et sous le soleil. Bonjour à tous, bonjour Agnès. Besançon, c'est la grisaille. Ah, on n'a pas tous la même météo. Sables-d'Olonne, nous avons un beau ciel bleu. Bon, on va démarrer. Je vois que ça continue à se remplir un peu. On va pouvoir commencer en tout cas avec les petites consignes et les rappels un petit peu des règles pour ce webinaire. Alors, vous avez tous pris en compte que vous avez deux onglets. Un onglet chat, je vous invite à discuter entre vous, à échanger. Voilà, c'est vraiment le chat qui est dédié à ça. Et puis, vous avez un onglet questions où là, vous avez plutôt, ça tombe sous le sens, poser vos questions. Nous, on va pouvoir les afficher à l'écran, y répondre. Et vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions que vous voulez faire remonter davantage et on essaiera d'y répondre avec Vanessa en priorité. Alors, aussi un petit rappel avant de se lancer sur ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, ça a commencé lundi 10. Ça se termine demain, dernier jour pour les webinaires. Pour ceux qui veulent encore s'inscrire, demain, vous avez encore du temps. C'est un événement qui est co-organisé avec plusieurs structures, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, dont moi et Vanessa faisons partie, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, qui sont les opérateurs du CEP. Voilà, nous organisons ensemble les semaines de l'évolution professionnelle avec d'autres partenaires. C'est un événement 100% gratuit, vous avez pu le voir, des webinaires ouverts à tous sur différentes thématiques. Vous avez encore jusqu'à demain pour vous inscrire à d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser ou vous n'avez pas eu le temps de participer jusqu'à maintenant. Vous avez encore jusqu'à demain. Pour rappel, tous les webinaires seront disponibles à la fin des semaines de l'évolution professionnelle sur le site internet de l'événement ou sur la chaîne YouTube de l'événement. Tous les webinaires seront disponibles en replay, donc sur la chaîne YouTube de l'événement ou sur le site internet. Voilà, si jamais vous n'avez pas le temps de participer, vous n'avez pas le temps de tout faire, voilà, tout sera disponible. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Morgane Bacon, chargée de communication pour Catalyst Conseil, qui est l'un des mandataires du groupement Évolution, et Vanessa. Donc, Vanessa Carcret, moi je suis référente partenariat du Conseil en évolution professionnelle pour le groupement Évolution également. Je fais une petite coquille, il y a Carcret, il y a un K en trop, donc c'est Carcret, et le deuxième c'est un C, pas Oui, un K. tout à fait, Morgane. Je m'excuse. C'est pas grave. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, c'est Je suis salarié, quel outil pour ma recherche d'emploi? Les 6 étapes clés pour une recherche d'emploi réussie. Je vais laisser la parole à Vanessa. Oui, merci Morgane. Donc effectivement, la recherche d'emploi, c'est un projet et comme tout projet, eh bien, ça nécessite une certaine préparation, de passer par un certain nombre d'étapes pour, finalement, être efficace, dans sa recherche d'emploi. Donc là, vous voyez les 6 grandes étapes, de la recherche d'emploi selon nous. Voilà, je ne vais pas vous les détailler ici, on va y revenir, un petit peu plus loin et étape par étape. Donc, première étape, faire le point sur son parcours. Donc, c'est vraiment une étape préalable à la recherche d'emploi, elle est très importante. Faire le point sur son parcours, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les questions à se poser? Eh bien, déjà, c'est quelles sont vos expériences professionnelles? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans quelle entreprise vous avez travaillé? Dans quel secteur d'activité? Quels étaient les intitulés de vos postes? Et puis, dans ces postes, quelles étaient vos missions, vos tâches? Qu'est-ce que vous avez fait
concrètement? C'était quoi votre quotidien au travail? C'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un même intitulé de poste, peut vouloir dire plusieurs choses. Il peut y avoir des missions différentes et finalement, on peut retrouver des missions similaires dans des postes qui ont des intitulés différents. Donc c'est très important d'être précis, en fait, là-dessus. Et puis, au-delà de l'expérience professionnelle, c'est aussi la formation. Bah, quels sont, les diplômes que vous avez, donc votre formation initiale, mais peut-être aussi les formations que vous avez suivies, de manière continue dans votre parcours professionnel. Alors, ou dans le cadre de l'entreprise ou des formations que vous avez suivies, de vous-même, hein. Ça peut être, des MOOC, des webinaires, en tout cas, des temps qui vous ont permis d'acquérir des connaissances. C'est ça une formation. Et puis aussi vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous savez faire un je ne sais pas, produire un tableau croisé dynamique, animer une réunion? Voilà, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez? Quelles sont les connaissances que vous avez? Peut-être celles d'un public, d'un secteur d'activité, d'un produit. Et puis aussi vos savoir-être. Qu'est-ce que vous avez développé comme aptitude au travail? Une capacité à travailler dans l'urgence ou anticiper, organiser? Voilà, ce sont ça les savoir-être. Donc tout ça, savoir-faire, savoir, et savoir-être, ce sont vos compétences. Et puis une dernière chose qui peut sembler un peu anodine, mais moi je trouve pas que c'est anodin, ce sont vos expériences extra-professionnelles. Peut-être que vous avez participé à l'organisation d'un événement, je ne sais pas, la kermesse de l'école, peut-être que vous êtes trésorier dans une association ou que vous encadrez des jeunes, le week-end dans le cadre d'une activité sportive. Eh bien ces expériences-là, elles sont importantes parce que là aussi, vous allez développer des compétences, vous allez acquérir des connaissances, vous allez développer des aptitudes, des savoir-être et puis, être en capacité de réaliser certaines tâches, certaines actions, finalement que vous n'auriez pas, développées, acquises dans le cadre, du travail. Cette étape-là, elle est vraiment importante. Faire le point sur son parcours, mettre à plat ces éléments-là, c'est se constituer finalement, un petit peu sa boîte à outils pour la suite, de son projet de recherche d'emploi. Donc c'est important d'être au clair avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on sait faire, avant de se projeter sur autre chose. Deuxième étape, déterminer un projet pour cibler sa recherche d'emploi. Donc ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que vous cherchez? Cette question-là, elle est vraiment essentielle. Pour déterminer un projet, pour cibler sa recherche d'emploi, il y a aussi là des questions à se poser. Les premières questions tournent autour des motivations. On a vu l'étape précédente, c'est: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire?» Là, c'est: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Et puis peut-être aussi ce que vous ne voulez plus faire. Quelles sont vos envies? Quelles sont les missions qui sont source de motivation pour vous? C'est aussi la question des conditions de travail, hein. Quelles sont les conditions de travail dans lesquelles je souhaite travailler? Les horaires, la distance entre votre domicile et votre lieu de travail, donc la zone de mobilité géographique, l'environnement dans lequel vous souhaitez travailler, intérieur, extérieur, la question aussi des environnements qu'on peut supporter, hein, le bruit, et cetera. Enfin voilà, tout ça c'est important. Qu'est-ce que vous souhaitez? Finalement, quelles sont les conditions de réussite pour vous d'une prise de poste, en termes de, bah, voilà, de motivation et de conditions de travail? Et puis, bah, il y a vous, il y a ce que vous souhaitez, mais il y a aussi, les opportunités dans votre environnement. C'est important aussi de vous dire: «Bah, est-ce que mon projet, est réaliste? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce que sur mon territoire, il y a des opportunités d'emploi? Il y a des entreprises qui peuvent proposer des postes, comme ceux que je recherche?» Donc ces questions-là, elles sont aussi très importantes. La question de la faisabilité, c'est aussi important dans une recherche d'emploi. Donc là, je te donne à nouveau la main, du coup, Morgane, sur les outils de la recherche d'emploi. Oui, oui, donc en une seconde étape, c'est comment optimiser du coup ces outils de recherche d'emploi. L'étape un peu centrale de votre recherche d'emploi, c'est de mettre à jour un peu tous les outils que vous avez. Donc déjà, pour commencer de base, votre CV, votre lettre de motivation et sans oublier les réseaux professionnels, les réseaux sociaux professionnels, dont LinkedIn évidemment, qu'il est important de mettre à jour avec votre dernière expérience, pourquoi pas, et vos compétences acquises aussi dans votre dernière expérience. Donc voilà, ça va être un peu le gros du travail sur les outils, c'est la mise à jour. On va voir aussi quelques règles, quelles sont les petites règles d'optimisation de ces outils dans votre recherche d'emploi. Alors,
Des règles d'or, dans un premier temps, en parlant du CV, hein, c'est votre outil de communication. C'est vraiment encore aujourd'hui un outil très utilisé. Alors, il va sans doute y avoir des questions. Qu'en pensez-vous de la vidéo aussi? De la vidéo, ça peut être aussi utilisé hein, en plus du CV, pourquoi pas. Une vidéo de présentation, c'est un outil digital très intéressant. Encore une fois, ça dépend aussi de vos compétences et du métier visé. Il y en a qui, ça va être plus opportun que d'autres. C'est un outil moderne, mais après, voilà, le CV est encore très utilisé. Il faut qu'il soit clair, concis, lisible, évidemment. Aujourd'hui, on va voir juste après hein, quels sont les logiciels, les outils en ligne que vous pouvez utiliser. On en reviendra juste après. Mais il faut être aussi pertinent, en lien aussi avec le poste que vous visez aujourd'hui. Être précis, évidemment. Hein, on va être précis dans les missions que vous avez réalisées et pourquoi pas aussi les compétences, essayer de les nommer. On en parle aussi de votre formation. C'est peut-être important si vous avez un peu de place ou en tout cas on en reviendra sur votre réseau social professionnel comme LinkedIn. Vous pouvez aussi détailler les modules de formation que vous avez fait ou vous avez réalisé. C'est toujours des informations en plus pour des recruteurs. Donner la preuve que vous correspondez au poste, hein, vraiment essayer de miser au juste par rapport s'il y a une offre existante et que vous postulez par rapport à cette offre, essayer de reprendre des termes hein, ou des compétences qui sont demandées dans l'offre. Et puis encore, voilà, il faut donner envie, c'est ça, il faut être aussi pour donner envie aux recruteurs de de passer à la seconde étape finalement de ces phases et d'aller un peu plus loin pour qu'ils vous proposent in fine un entretien, évidemment. En plus de ce CV, il y a aussi la question de la lettre de motivation. Hein. Alors, la règle, c'est une page, pas plus. Hein. On va éviter de se lancer dans des grands discours, quelque chose qui soit... Voilà. Le mieux, c'est de concis, pertinent, encore une fois. Vous pouvez la personnaliser, cette lettre de motivation, hein, avec les termes que vous avez retrouvés, encore une fois, dans l'offre, dans l'annonce d'emploi que vous avez sélectionnée. Vous pouvez aussi aller jusqu'à la personnalisation des couleurs. Pourquoi pas? C'est des choses qui font un peu tilt parfois chez les recruteurs. Ah, elle a utilisé les couleurs de notre entreprise. Ah, elle a repris notre logo. Ça veut dire que la lettre de motivation, elle est vraiment destinée à nous. Donc, essayer de personnaliser au maximum cette lettre de motivation. Éviter les répétitions, on va prendre le temps de se relire. Faites relire peut-être par d'autres personnes aussi votre lettre de motivation. C'est très important, ça montre aussi une compétence hein, de rédaction chez vous. Donc voilà, on n'hésite pas à faire relire par un tierce sa lettre de motivation. Rester honnête aussi. Hein, on ne cherche pas, encore une fois, à aller dans un poste où on ne correspond pas, où on ne va pas s'y retrouver. Donc, soyez tout à fait honnête. De toute façon, c'est le plus important pour moi. Hein. Si on veut s'épanouir sur un poste, autant être honnête dès le début. Et puis, la conclusion, évidemment, on finit avec une formule de politesse et on invite à un entretien à échanger davantage. Ça, ce sont les règles un peu incontournables de la lettre de motivation. Et puis, les réseaux sociaux professionnels, donc, on sait que c'est très important aujourd'hui, c'est très puissant. On voit la montée en puissance des réseaux sociaux. Plus de 50% des recruteurs utilisent ces outils quand ils reçoivent une candidature. Ils vont aller regarder si vous êtes présent sur les réseaux et ils vont aller dans le détail. C'est une pratique qui est de plus en plus courante, donc on ne l'oublie pas. Il y a aussi sur les réseaux sociaux un marché caché de l'emploi assez important. Des annonces qui ne sont peut-être pas encore en ligne aujourd'hui, mais si vous êtes dans une stratégie je perds mon mot, de prise de connexion avec des personnes, vous pouvez créer l'opportunité aussi. Si vous étendez votre réseau et que vous demandez des personnes en plus dans votre réseau, vous pouvez peut-être créer cette opportunité. Et n'attendez pas, il faut aussi mettre à jour son profil LinkedIn notamment et être actif. Ça ne suffit pas d'avoir un profil tout simple, il faut aussi le faire vivre. Alors, on ne vous demande pas d'être tous les jours, toutes les heures, connecté et poster tout le temps. Le plus important, c'est d'être régulier, essayer de temps en temps d'aller regarder ce qui vous intéresse. Pourquoi pas aller regarder aussi avec ces outils hein, des profils qui pourraient vous faire avancer. Vous avez la possibilité sur LinkedIn notamment de soit être visible ou non visible par les profils en surfant un petit peu sur différents profils. Je vous conseille d'être plutôt visible pour les profils recruteurs ou RH. Vous avez tout intérêt à ce qu'ils vous remarquent. Et si vous voulez faire un petit peu de veille concurrentielle sur des postes qui vous intéressent, vous pouvez tout à fait basculer en mode non visible et aller voir comment cette personne a complété son profil LinkedIn, quelles sont les compétences qu'elle a mis en avant. Ça fait beaucoup d'informations, ne vous inquiétez pas. Sur la slide suivante, voilà, on a des exemples d'outils. Alors, pour le CV, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser qui sont gratuits. Un site intéressant à nommer, c'est Canva ou Canva, pour ceux qui préfèrent. Un site tout à fait pertinent aujourd'hui avec plein de modèles de CV qui sont personnalisables, aussi des modèles de lettres de motivation personnalisables qui sont pour moi assez modernes et assez intéressantes, pertinentes à utiliser.
Il suffit juste de se créer un compte et après le reste, et bien sûr utiliser ce qui est gratuit. Il y a aussi des suggestions payantes évidemment, mais il y a un panel de choix gratuits assez important sur ces plateformes-là. Un autre outil intéressant, c'est Unitag. Ce site internet, Unitag, vous permet de générer un QR code. Alors pourquoi un QR code? Peut-être que sur votre CV, vous n'avez pas la place de tout mettre. Vous voulez en dire davantage, et avec ce QR code, vous pouvez intégrer à votre CV ou même dans votre bannière LinkedIn, pourquoi pas, un lien vers votre profil LinkedIn pour en savoir plus. Voilà, si pour en savoir plus sur mon parcours ou les choses que vous n'avez pas pu présenter dans votre CV, vous redirigez vers votre profil LinkedIn. Si ce n'est pas votre profil LinkedIn, ça peut peut-être être votre site internet, votre portfolio ou un article en ligne auquel vous avez contribué, une étude auquel vous avez contribué. Le tout, c'est d'avoir une URL, voilà, une URL que vous rentrez sur le site internet et qui vous produira un QR code. Les QR codes, ça s'utilise de plus en plus. On a eu tous anti-Covid sur nos téléphones, quasiment, avec le QR code qu'on a utilisé très souvent. Donc, quasiment tout le monde a aujourd'hui un lecteur de QR code sur son téléphone. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un peu plus utilisé qu'auparavant. Pareil, donc la lettre de motivation, toujours Canva, encore une fois, qui est très utilisée pour la rédaction de lettres de motivation. Et pour les réseaux sociaux professionnels, vous voyez, il y a tout un panel de réseaux sociaux qu'on peut utiliser. Donc, LinkedIn, évidemment, le réseau social du B2B des professionnels à absolument mettre à jour, en tout cas, et à utiliser en priorité, évidemment, dans votre recherche d'emploi, toujours. Facebook, pourquoi pas aussi. Il y a des groupes de discussion sur Facebook qui peuvent être intéressants dans votre projet en fonction des mots-clés que vous allez rentrer, qui sont soit en rapport avec votre secteur d'activité ou de votre projet, ou peut-être, voilà, vous pourrez taper emploi Bretagne, pourquoi pas. Vous pourrez trouver des groupes de discussion ou pourquoi pas des personnes qui peuvent vous aider. Il y a le même système sur LinkedIn, vous pouvez adhérer à des groupes, pareil, de la même façon, avec des mots-clés, adhérer à des groupes de discussion sur ces thématiques-là. Et pourquoi pas rentrer en contact avec les personnes qui font partie du même groupe. Twitter peut vous être utile aussi pour suivre la tendance. Si vous allez en fonction évidemment des métiers visés et des secteurs visés, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur-là ou de l'entreprise aussi. Ça donne une bonne vision en temps réel de quels sont les messages diffusés ou comment se porte le marché aujourd'hui. Ça vous permet d'avoir des billes aussi, pourquoi pas, à l'entretien. J'ai vu que sur le marché, je ne sais pas, de la santé ou du marché de l'agroalimentaire, il y avait une loi qui est sortie très récemment. Ça vous donne un peu des billes aussi pour l'entretien, ça montre que vous êtes intéressé et que vous êtes au courant de ce qui se passe. Instagram, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil, encore une fois. Il y en a qui ont besoin de s'inspirer aussi, s'inspirer par l'image, aller trouver peut-être des motivations. Il y a aussi beaucoup de témoignages sur Instagram de personnes en recherche d'emploi, comment elles ont fait, comment elles ont réussi, quels sont les conseils qu'elles donnent aux personnes dans votre situation. Donc, voilà, ça reste tout à fait intéressant aujourd'hui d'aller sur Instagram. Et puis, il y a des entreprises aussi de plus en plus sur Instagram qui sont présentes. Donc voilà, vous pouvez suivre les entreprises qui vous intéressent, comme sur tous les autres réseaux sociaux. Et puis après, il y a aussi des réseaux spécialisés en fonction de vos projets. Là, je vous laisserai peut-être taper sur Google, mais vous trouverez sûrement d'autres peut-être passerelles que vous ne connaissez pas qui sont spécifiques à votre projet. Je vois une question, je vais y répondre de Jean-Michel. Quelles règles ou critères pour faire des CV différenciés pour un poste A ou un poste B? Je vais l'afficher juste à l'écran pour qu'on ait tous la vision dessus. Un CV différencié, j'ai envie de dire, encore une fois, vous pouvez la personnaliser en rajoutant par exemple le titre de poste, la référence de l'annonce, le logo, pourquoi pas, de l'entreprise visée ou les couleurs de l'entreprise, vraiment dans le CV pour la personnaliser un maximum. Voilà, essayez d'aller dans le détail sur votre CV pour qu'on montre vraiment c'est dans cette entreprise que vous postulez, c'est pas dans une autre. Des conseils classiques, Vanessa? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose parce que ce qui fait la question, c'est pas tant la différence de CV que la différence de poste, en fait. Si les postes A et B sont absolument similaires, le CV sera pas forcément beaucoup différencié, si ce n'est avec les éléments effectivement que tu as évoqués, Morgane. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, d'un poste à un autre aujourd'hui, même si l'intitulé est identique, les attendus de l'employeur ne sont pas forcément les mêmes. Et ce qui va être important, c'est d'analyser l'offre d'emploi ou d'avoir une analyse fine du poste et de savoir qu'est-ce qui est attendu en fait et de faire finalement une comparaison entre ce qui est attendu et ce dont vous disposez dans votre boîte à outils. C'est là où le travail dont je vous parlais tout à l'heure de mettre à plat votre parcours, formation, compétences, etc. est important parce que finalement, vous allez piocher dans cette boîte à outils
les éléments que vous allez valoriser dans votre CV, et qui vont correspondre aux attendus, du poste ou de l'offre d'emploi. Donc ce travail d'analyse, en fait, il est très important et c'est en ça où votre CV va peut-être parfois être un peu différent d'une entreprise ou d'un poste à un autre, c'est que vous n'allez pas mettre en évidence les mêmes éléments de votre parcours. Exactement. Et on a une deuxième question de Vanessa. Si on n'aime pas passer du temps sur les réseaux sociaux, on n'a aucune chance de trouver un emploi? Alors moi, je dirais pas que non, vous n'avez pas aucune chance de trouver un emploi, encore une fois. Tout dépend aussi du secteur visé, hein. Tout le monde n'est pas actif sur les réseaux sociaux. Vanessa, peut-être que tu as aussi quelque chose à rajouter. Non, je pense que sur la question des réseaux sociaux, tu as tout dit, c'est toi notre spécialiste. Les réseaux sociaux peuvent être un plus, Mmh. mais ça ne fait pas tout, on est d'accord. Non. Les réseaux sociaux ne font pas tout, c'est un plus, pas négligeable, Mmh. mais évidemment, vous pouvez tout à fait postuler à une offre sans être présente forcément sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un outil comme d'autres et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces outils, ils vont être plus ou moins adaptés en fonction de ce que vous recherchez et du secteur d'activité sur lequel vous recherchez. Si votre cible est sur les réseaux sociaux, c'est hyper important d'y être. Si votre cible, ne l'est pas, eh bien, finalement, que vous y soyez ou pas, ça ne changera pas grand-chose, en fait. Donc, il y a aussi, cette cohérence, en fait, entre, la recherche que l'on a, et du coup, les outils, à utiliser. Oui, et puis du poste que vous visez tout simplement, hein, vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux. Mmh. Et on prend une dernière question avant de Mmh. poursuivre, intéressante, de Bénédicte. Être honnête lorsqu'on est en situation de handicap est-il toujours souhaitable quand on sait que cette situation est régulièrement défavorable quand on est en recherche d'emploi? Mmh. Allez, je comprends tout à fait le sens de cette question. C'est vrai que la question du handicap, elle est pas toujours facile à aborder. Alors, elle est pas toujours facile pour soi aussi, hein, c'est pas facile forcément pour soi d'en parler et puis, c'est quelque chose qui peut faire peur, hein, effectivement, à un employeur, à une entreprise aujourd'hui. Je dirais que alors ce qui va être important sur cette question-là, c'est de se préparer. C'est-à-dire, en amont de l'entretien, se dire: «Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Et puis comment je mets en évidence, que mon handicap n'est pas un frein, en fait, à ma prise de poste aujourd'hui? Comment quelque part, je rassure, en fait, mon interlocuteur et mon employeur?» Je pense que c'est ça qui est important. Je vais pas avoir de réponse toute faite pour vous, Bénédicte, parce que je pense que chaque situation est particulière, hein, dans le cas que vous évoquez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des questions, sur lesquelles on travaille, hein, quand on accompagne des personnes en recherche d'emploi. Ce sont des questions sur lesquelles on travaille le contenu et on vous prépare en fait à parler de votre handicap ou à, répondre finalement à une question en lien avec votre handicap. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Maintenant, je rejoins aussi ce que Morgane disait tout à l'heure, être honnête, être transparent, c'est important dans l'échange. Merci. On va reprendre juste le cours de notre présentation, puis on reviendra pour les questions juste après. Donc, autre phase, Vanessa? Oui, être en veille et passer en mode recherche d'emploi. Je te laisse, ouais, voilà. Alors, comment être en veille sur son marché? Alors, il y a plusieurs choses. Quand on parle de veille, il y a déjà plusieurs choses. Ce qui est important, ça va être de rester, finalement informé ou d'être informé des entreprises, des secteurs qui recrutent. Pour ça, vous avez des outils, hein, qui existent. Il y en a un qui s'appelle Information, sur le marché du travail, l'IMT. Il y a aussi des outils comme La Bonne Boîte qui permettent de savoir, quelles sont les entreprises qui recrutent. Donc ce sont ces outils-là, qui vont être aujourd'hui des outils de veille. Après, ça peut être aussi, la presse locale, ça peut être aussi, un groupe sur Facebook, les réseaux sociaux, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment être informé de ce qui se passe dans votre écosystème local. Voilà, c'est ça qui est important. Vous pouvez aussi vous abonner à des job boards, donc effectivement pour recevoir, des offres d'emploi. Certains proposent aussi des newsletters avec des informations, sur des secteurs qui recrutent, sur, des comment dire? Des entreprises. Donc vous avez, des job boards régionaux comme Region Job qui, fonctionnent très, très bien. Vous avez aussi ce qu'on appelle des agrégateurs d'offres comme Indeed ou Job Rapido qui permettent d'avoir une vision un petit peu globale. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on reçoit plusieurs fois la même offre». Oui, c'est vrai, on reçoit plusieurs fois la même offre, c'est un peu le principe de ces agrégateurs. Mais en même temps, avec un outil comme ça, vous pouvez faire une veille,
un petit peu général, ça vous permet quand même d'être informé d'un certain nombre d'opportunités parce que ces agrégateurs-là, ils vont aussi aujourd'hui chercher des offres sur les sites des entreprises. Et ça aussi, c'est un autre point important. Si vous avez identifié des entreprises spécifiques qui vous intéressent, eh bien pour être en veille et puis pour rechercher un emploi, c'est important d'aller voir ces sites régulièrement ou d'avoir des alertes aussi sur ces sites-là. Et pourquoi pas déposer votre candidature dans leur CVTech. Donc effectivement, suivre les pages web des entreprises, suivre les pages aussi sur les réseaux sociaux des entreprises. Et là, c'est pareil, mais Morgane en a déjà parlé. Sur les réseaux sociaux, on peut aussi être en veille en faisant partie de groupes, en fait. Lorsque votre projet est défini, pardon, que vous êtes au clair avec ce que vous recherchez, que vos outils d'emploi sont opérationnels, c'est vraiment le moment là de vous lancer. Donc, c'est d'exercer cette veille-là et puis, je suis vraiment désolée, et de commencer à candidater aux offres d'emploi. Et candidater, ça veut dire à la fois répondre aux offres d'emploi, mais c'est aussi réaliser des candidatures spontanées aux entreprises que vous avez identifiées. Ça peut être de voir un article sur une entreprise qui se développe dans la presse locale. Vous voyez qu'il y a une entreprise qui s'installe, qui se développe, etc. Eh bien, c'est de lui envoyer tout simplement une candidature spontanée. Donc, c'est entrer dans une démarche aussi proactive. C'est ça qui est important. Alors, effectivement, c'est important aussi d'être organisé, de suivre ses candidatures. Donc, vous êtes salarié. Bon, voilà, nous aussi, on sait ce que c'est. Morgane et moi, on est salariés. C'est parfois pas simple de se dégager du temps, en fait, entre le travail, la vie personnelle, etc. Et donc, c'est du coup d'autant plus important de s'organiser et de s'aménager, en fait, du temps pour sa recherche d'emploi. Et de se poser ne serait-ce que la question: à quel moment est-ce que je le fais? Comment je m'organise? Et puis aussi sur le suivi des candidatures. Je vais prendre un exemple. Moi, j'accompagne un salarié qui, lui, fait une veille tous les matins. C'est-à-dire qu'il arrive au bureau et tous les matins, la première demi-heure avant de vraiment commencer sa journée, il fait une veille sur un certain nombre de sites, de job boards, de réseaux, en fait, qu'il a listés au préalable. Et donc, tous les matins, il fait cette recherche-là. Et donc, il va mettre de côté, quand il y en a, les offres qui l'intéressent et il va se prendre un petit temps sur l'heure des déjeuners pour réajuster son CV, sa lettre de motivation. Il ne va pas tout refaire à chaque fois, mais réajuster son CV, sa lettre de motivation et candidater. Et ça, c'est une organisation qu'il a mis en place et qui est en adéquation, en fait, avec sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, c'est un exemple, mais c'est important de se donner des rituels, en fait, dans la recherche d'emploi. Et sur les réseaux, sur les outils, sur le marché de l'emploi, comme ça, ouvert, eh bien, c'est important de le faire très régulièrement, en fait, parce que ça bouge beaucoup, ça bouge très vite aujourd'hui. Et puis voilà, vos candidatures, vous allez commencer à en faire, vous allez envoyer un CV, une lettre de motivation, avoir des retours. Et puis, à un moment, ça pourrait être compliqué de vous y retrouver, de vous souvenir, d'accord, ok, j'ai envoyé une candidature, mais qu'est-ce que j'ai envoyé déjà? À quel moment? C'était quoi? C'est pas toujours simple. Avoir un tableau pour suivre ses candidatures, un mémo, ça peut aussi être un moyen de s'y retrouver dans tout ça. Pourquoi pas avoir un dossier sur son ordinateur et de créer un fichier, enfin un dossier pour chaque entreprise à laquelle on candidate, où on remet l'offre, le CV, la lettre. Ça peut être ça, c'est un exemple. Mais en tout cas, d'avoir cette possibilité de s'y retrouver en fait dans ce qu'on a envoyé en fait comme candidature. Et il existe des applications pour ça. Il y en a une que l'on retrouve sur l'Emploi Store qui s'appelle Memo. Alors, l'Emploi Store, c'est une grosse boîte à outils. C'est là où on va trouver aussi l'information sur le marché du travail ou la bonne boîte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, Memo va vous permettre d'organiser en fait votre recherche d'emploi. Alors, relancer et rester motivé. Alors, moi, je dirais que c'est certainement l'étape la plus difficile dans la recherche d'emploi. Parfois, vous allez envoyer des candidatures et vous n'allez pas avoir de réponse. Le fait de ne pas avoir de réponse, ça ne veut pas dire que ce sera négatif, en fait. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on n'a pas de réponse. L'entreprise a décidé de ne pas recruter, finalement, ou de repousser
son recrutement. L'entreprise, en fait, a un process, qui est assez long et du coup, elle va attendre, 1 mois peut-être pour recenser toutes les candidatures. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que vous n'ayez pas de réponse et c'est pas forcément un refus. Donc ça va être important de relancer. Alors, ça veut dire quoi relancer? Bah, quand vous envoyez une candidature, et que vous n'avez pas de réponse, eh bien, c'est de passer un petit coup de fil dans les 10 jours, 15 jours. Alors ça peut être aussi de relancer par mail, mais voilà, moi je vous dirais par expérience que ce qui marche le mieux, c'est quand même le téléphone. Ne serait-ce que pour savoir, si votre candidature est bien arrivée, si, où en est le process de recrutement, à quel moment les candidats vont avoir une réponse. Je vous dis ça parce que c'est important de ne pas rester dans l'attente. C'est ça qui est difficile dans une recherche d'emploi. Une réponse négative, crée une déception, c'est sûr. Mais l'absence de réponse crée souvent une inquiétude, en fait, par rapport à la recherche d'emploi. Et finalement, relancer, eh bien, c'est vous apporter des réponses, c'est montrer que vous êtes motivé aussi à un employeur, hein, ça, c'est un signe de motivation. Et puis, bah, c'est aussi ne pas rester dans l'attente. C'est finalement avoir un peu une prise sur ce qui se passe et je trouve que moralement aussi, eh bien, c'est plus facile pour les candidats, qui sont dans cette démarche de relance qu'effectivement ceux qui du coup, sont dans l'attente et peut-être, subissent du coup un peu plus les choses, quoi. Donc, je pense que pour son moral, c'est aussi important d'être dans cette démarche de relance. La relance, c'est aussi après un entretien de recrutement. Voilà, vous avez alors moi ce que je vous conseille quand même, c'est à l'issue de l'entretien de recrutement de demander à l'entreprise, à quel moment elle pense prendre une décision, comment vous serez informé de la réponse. En tout cas, de poser quelques questions à l'issue de l'entretien. Mais voilà, parfois on les pose, on a des réponses et on n'a pas de réponse quand même et puis parfois on les pose pas. Enfin voilà, c'est pas toujours aussi Mmh. simple, hein, je suis bien d'accord. Mais du coup, en tout cas, d'essayer au maximum d'avoir des échéances pour, là encore, ne pas rester dans l'attente. Mais si c'est le cas, eh bien, vous pouvez envoyer un petit mail dans les 2-3 jours, qui suivent, l'entretien, déj ne serait-ce que, hem, pour montrer à votre interlocuteur, hein, donc là, vous en général, vous avez un interlocuteur direct, hein, donc c'est plus facile. Mais voilà, pour lui montrer, que vous êtes, toujours intéressé, réaffirmer finalement votre motivation pour le poste. Ça peut être l'occasion aussi, de reformuler, les éléments essentiels, ce que vous avez compris aussi des attendus du poste. Ça, c'est intéressant pour, un employeur, hein, d'avoir ces éléments. Là, c'est un signe de motivation, mais c'est aussi un signe, de bonne compréhension, de ce qu'il a pu vous dire, hein. Donc, c'est vraiment important. Et donc, c'est aussi, l'occasion, bah, si vous en avez besoin, d'apporter des éléments complémentaires. J'imagine que ça va faire écho à certains d'entre vous, mais ça arrive parfois après un entretien, ou, à chaud ou quelques jours après, de se dire: «Mince, j'aurais dû dire ça» ou «Mince, j'ai oublié de dire ça». Eh bien, la relance mail, c'est aussi l'occasion de faire passer, 1 ou 2 petits messages, comme cela. Donc voilà. Donc une recherche d'emploi, ça peut être un petit peu long, ça peut prendre plusieurs mois aujourd'hui, ça peut être un petit peu pesant, hein, c'est tout à fait normal. Être dans cette dynamique, de relance, ça permet de finalement, de rester motivé, quelque part, et de maintenir l'effort. Voilà, c'est ça qui est important, de maintenir l'effort. Avant de passer à la partie sur la présentation du dispositif du service du CEP et le conseil en évolution professionnelle, on va aller regarder aussi s'il y a eu de nouvelles questions dans notre Oui. onglet. Alors je démarre la question encore une fois de Vanessa. Y a-t-il des outils en ligne qui nous proposent les métiers auxquels on pourrait prétendre, autres que celui qu'on a, en fonction des compétences qu'on renseigne? Très, très bonne question. Qui propose des métiers ah oui, alors si, les métiers voisins, sur le site de Pôle emploi, il y a, les fiches métiers qu'on appelle fiches métiers ROM et donc effectivement, dans ces fiches métiers, il y a à la fin de la fiche métier, tous les métiers, dits voisins, sur lesquels le transfert de compétences, est possible, où il y a des compétences communes. Sur le site de Pôle emploi toujours, hein, il y a aussi, la possibilité de voir les zones de mobilité professionnelle. Donc ça existe effectivement, sur ce site-là. Hem, Après quand on regarde, les métiers sur des sites comme Onicep, on peut aussi, faire du lien. Alors c'est plus sur les motivations et pas forcément sur les compétences, mais en tout cas sur le site de l'Onicep, on peut aussi voir les métiers voisins par motivation.
Et puis après, nous, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on a des outils comme ça, effectivement. On en a un notamment qui s'appelle Parcouréo et qui permet, oui, en fonction d'un certain nombre de critères du projet, de voir quels sont les métiers qui sont proches, qui ont notamment des compétences communes et de voir, voilà, qu'est-ce qui pourrait être... Enfin voilà, quels sont les métiers sur lesquels on pourrait s'orienter en fonction des compétences qu'on a déjà, quoi. Donc, et puis c'est un élément du projet, hein, quand on accompagne sur l'élaboration du projet professionnel et qu'on travaille sur les compétences, c'est pas juste pour avoir un portefeuille de compétences qu'on garde pour soi. C'est aussi un moment pour travailler sur le transfert de compétences. Donc c'est quelque chose aussi qu'on fait dans l'accompagnement. Après, dans les outils publics, moi, je conseillerais ça, les fiches métiers de Pôle emploi, l'outil sur l'espace personnel Pôle emploi qui permet de voir effectivement les aires de mobilité professionnelle en fonction de ses compétences. Et puis, pour les motivations, le site de l'ONICEP. Moi, je réponds à une question de Vincent qui nous demande si vous pourrez recevoir le PowerPoint de présentation. Alors, comme je l'ai dit au début, tous les webinaires seront disponibles en replay, sur des vidéos, sur la chaîne YouTube et sur le site internet de l'événement. Donc, non, les supports ne seront pas envoyés, mais vous pourrez regarder tous les webinaires en replay. Et une question, après on continue, de Sandra. Souvent, on poste nos candidatures sur un site internet sans avoir le contact de la personne qui recrute. Comment relancer ? Oui, complètement. Effectivement, et ça se fait beaucoup aujourd'hui sur les job boards. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est est-ce que vous savez qui est l'employeur, qui recrute? Si vous savez qui recrute, rien ne vous empêche de les contacter directement. Je le disais tout à l'heure, on peut relancer par mail et par téléphone, mais quand on a envoyé une candidature et qu'on n'a pas eu de premier contact, moi, je conseille de passer un coup de fil, en fait, à l'entreprise et de poser des questions. Alors, parfois, vous allez voir, il y aura le barrage de l'assistante, le barrage de la secrétaire. Alors, ça fait un peu stéréotype ce que je dis, mais c'est une réalité. Et vous n'aurez pas toutes les informations. Mais vous en aurez quelques-unes sur où en est le recrutement, comment ça va se passer. Enfin, voilà, vous aurez quelques éléments. Et puis, rien n'empêche aussi de demander le nom de la personne qui recrute. Ça ne va pas marcher à tous les coups. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir des éléments. Donc, si vous avez votre interlocuteur, si vous savez qui recrute, quelle est l'entreprise qui recrute, moi, je vous conseille d'appeler directement l'entreprise, en fait. Autre moyen aussi peut-être de pouvoir débloquer cette situation, c'est d'aller voir aussi si vous connaissez l'entreprise, allez voir sur LinkedIn la page de l'entreprise, allez voir les employés de la page de LinkedIn et regardez qui a un profil de recrutement ou un profil RH et tentez pourquoi pas de faire une demande de connexion auprès de ces personnes-là. Si la personne accepte, voilà, vous pouvez peut-être lui poser la question. J'ai vu que vous aviez publié une offre d'emploi. Voilà, est-ce que voilà, vous savez quelles sont les prochaines étapes, ou est-ce qu'il y a plus d'informations à vous apporter, et peut-être à ce moment-là aussi redonner votre CV, hein, pourquoi pas aussi, si la personne a accepté la demande de connexion. Hop, j'ai terminé de répondre. Et on a aussi Sandra qui nous propose aussi un site, suggestion pour, je vous montre le site cotéformation.fr, un bon outil d'aide à la recherche d'emploi également. Très bien, merci Sandra. C'est aussi ça, hein, les webinaires, le partage d'outils, d'informations. Vanessa, on reprend sur le CEP ? Oui, d'accord, ok. Alors, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service public gratuit à l'attention des salariés du secteur privé et des indépendants, et qui sert en fait à faire le point sur sa situation professionnelle, à voir voilà, quelqu'un à qui poser ses questions, demander voilà, des informations. Et puis, le cas échéant, si c'est un souhait de votre part, d'élaborer un projet de transition professionnelle et de le formaliser et de le mettre en œuvre. C'est un service qui est confidentiel. Ce qui se dit reste entre vous et le conseiller. C'est un service neutre, puisque donc c'est un service public, en fait. Il est accessible donc à tous les salariés du secteur privé et les indépendants. Alors, à tous, en fait, il est accessible à tous, mais pour le groupement Évolution Bretagne, à tous les salariés du secteur privé et les indépendants.
Et puis, il est accessible tout au long de son parcours professionnel. Il n'est pas limité en nombre de sollicitations. Vous pouvez le solliciter jusqu'à la retraite, en fait. C'est un peu comme le compte personnel de formation. Il se ferme au moment de la retraite. C'est un peu ça. Et puis, c'est un service vraiment qui est impartial parce que, là encore, service public. Exactement. On vous reparlera du site internet moncp.org juste après. Alors, pour qui? Donc ce service public, comme je vous le disais tout à l'heure, il est accessible à tous. Pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, donc vous avez ici, les structures, qui sont, effectivement, celles qui portent ce service, hein, donc au niveau national. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs opérateurs, hein, plusieurs groupements et donc chaque groupement eh bien, ou chaque opérateur va intervenir sur une région, particulière. Donc le site dont vient de vous parler, Morgane, moncep.org, c'est le portail en fait national et après en fonction du lieu, où vous habitez, où vous souhaitez être accompagné, eh bien vous allez être orienté vers un de ces acteurs. Il existe aussi d'autres acteurs parce que finalement, quel que soit son statut, aujourd'hui, on a un conseiller en évolution professionnelle. Lorsqu'on est demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi. Lorsqu'on est cadre, c'est l'APEC. Lorsqu'on a moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et puis, lorsqu'on est en situation de handicap, qu'on a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et que le handicap est un frein majeur à la mise en œuvre du projet professionnel, et bien donc c'est Cap emploi. Donc voilà, donc ça va dépendre finalement, si vous souhaitez savoir qui est votre opérateur, et bien ça va dépendre de votre statut et puis ça va dépendre aussi, de la région dans laquelle, vous habitez, vous souhaitez être accompagné. Alors le CEP, il va accompagner, donc le CEP, donc c'est un premier niveau d'information, hein, de conseil, ça c'est important et ensuite il va accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie en fait d'évolution professionnelle, heu, au sens large. C'est-à-dire que le CEP, alors c'est souvent associé à la reconversion professionnelle. Alors oui, c'est un des projets, des types de projets qu'on va accompagner, mais pas que. On peut accompagner aussi un salarié dans une mobilité interne. On peut l'accompagner aussi, sur le développement des compétences. Tous les salariés ne veulent pas, changer de métier. Sur, une certification professionnelle, par exemple la validation des acquis de l'expérience, la validation d'un diplôme qui correspond, à son expérience. Et puis, ça peut être aussi une reprise ou une création d'entreprise. Donc, on intervient vraiment sur l'évolution professionnelle au sens large. Toute question, toute information, demande d'information, tout projet touchant finalement à votre parcours, à votre projet, à votre évolution professionnelle, heu peut faire l'objet d'un échange avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, comment ça se passe? Alors, il y a 2 niveaux, on va dire, dans le conseil en évolution professionnelle. Un premier niveau qui est un conseil individualisé et adapté, c'est-à-dire un premier entretien avec un conseiller, en évolution professionnelle avec lequel vous allez faire un état des lieux partagé. Vous allez pouvoir, parler de votre parcours, de votre projet, faire part de vos questions, de vos demandes, de votre besoin, avoir un premier niveau d'information au regard de vos questions et puis aussi, voilà, de votre besoin, de votre demande. Ça peut être sur les métiers, l'offre de formation, les financements de formation, voilà, tout ce qui touche là encore à l'évolution professionnelle. Et puis avec ce conseiller dans cette étape, hein, de conseil individuel et individualisé et adapté, eh bien vous allez pouvoir, construire ce qu'on appelle un plan d'accompagnement. C'est-à-dire que si vous souhaitez aller plus loin que l'information et le conseil, si vous souhaitez, élaborer, réfléchir à un projet d'évolution professionnelle et bien avec le conseiller, vous allez co-construire, le plan de cet accompagnement-là. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Comment vous allez le faire? À quelle fréquence? Et vraiment, c'est quelque chose j'insiste sur cette co-construction, c'est quelque chose dont vous convenez ensemble et le conseiller et vous êtes acteurs de ça. Et puis, il y a l'accompagnement personnalisé qui va vous permettre, du coup, d'élaborer, votre projet, de vérifier, sa faisabilité, et puis d'accéder effectivement à des informations, hein, d'être accompagné dans votre réflexion et puis, d'utiliser aussi une boîte à outils, hein, que l'on a, et qui, vous permet aussi d'accéder à des ressources, on va dire, numériques, des webinaires, des ateliers en ligne et cetera, pour réfléchir, et avancer surtout dans cette réflexion en parallèle des rendez-vous avec le conseiller.
Et puis, vous allez aussi pouvoir, à l'issue de cette phase de réflexion, d'élaboration du projet, eh bien, construire un plan d'action, pour être accompagné dans la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que vous avez votre projet, OK, mais est-ce que, bah, voilà, comment est-ce que vous faites pour le mettre en œuvre? Quelles sont les démarches à faire? Est-ce qu'il faut une formation? Laquelle? Quel organisme? Quel financement? Donc c'est tout ça, toutes ces questions-là aussi auxquelles on répond, dans le cadre du CEP. Voilà un extrait du site du CEP, moncep.org. Voilà, Vanessa, je te laisse reprendre la main si tu Oui. veux. Alors effectivement, donc ça c'est notre site internet. Alors ce site internet dans un premier, alors il peut vous permettre déjà d'avoir un premier niveau d'information, hein, sur le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est, qui sont les acteurs et cetera. Il peut vous permettre d'identifier quel est votre opérateur, CEP, en fonction de là où vous habitez, et puis il va aussi et surtout vous permettre de prendre rendez-vous, en fait, avec un conseiller. Il faut savoir que les rendez-vous, je vous parlais d'accessibilité tout à l'heure. Le CEP, c'est vraiment un principe, fondateur du CEP, hein, c'est qu'il puisse être accessible à tous, et donc forcément, vous allez pouvoir, prendre le rendez-vous donc sur le lieu le plus proche ou de votre domicile ou de votre lieu de travail, hein, ça c'est vous qui allez voir, mais le lieu que vous allez choisir, et puis la modalité du rendez-vous, vous pouvez aussi la choisir. Ça peut être en présentiel, en face à face, mais ça peut être en webcam, par téléphone, donc c'est vous qui allez choisir ça aussi. Et puis au niveau des horaires, il faut savoir que dans certaines villes, alors ce qu'on va appeler des villes ou des grosses et des moyennes villes, on va pouvoir vous proposer aussi des rendez-vous en horaire élargi. Alors, il y a quand même beaucoup de villes qui proposent des rendez-vous entre 8 heures le matin et jusqu'à 19h30 le soir, et y compris sur l'heure du déjeuner. Et puis, dans vraiment les grosses villes régionales, alors je pense par exemple à Rennes pour nous, pour la Bretagne, ou à Brest, eh bien, vous avez même aussi des possibilités de rendez-vous le samedi matin. Donc, vous voyez, les horaires de rendez-vous sont aussi faits pour s'adapter aux horaires du public que l'on accompagne. C'est ça. Alors, je vois qu'on a des questions qui sont Mhm. pertinentes. Alors, Bénédicte qui nous dit, est-ce qu'un opérateur du CEP, comme Catalyst par exemple, peut aussi faire du bilan de compétences de manière à rester avec le même conseiller, quitte à passer du CEP au bilan de compétences en payant ce dernier, mais au moins on n'est pas baladé Ah entre là là. plusieurs intervenants? Eh bien, je vais répondre de manière. Alors, je vais répondre de manière très directe parce qu'en fait, c'est une clause dans ce marché CEP. C'est-à-dire que tout opérateur CEP qui a répondu au marché et qui a obtenu le marché s'est engagé à ne pas faire ce qu'on appelle d'auto-prescription. Ce qui veut dire que si vous avez fait le conseil en évolution professionnelle avec un conseiller, vous ne pourrez pas faire votre bilan de compétences avec lui. Et c'est pas une question de financement, en fait, hein. C'est une question comment dire, de neutralité, en fait, du service, aussi comment dire, de respect de la concurrence. Et c'est vraiment une clause du marché. Donc ça n'est effectivement pas possible, en fait, de rester avec le même conseiller, de faire un bilan après le CEP avec le même conseiller. Ce qui est possible, c'est de rester dans la même structure. Ça peut. Et en ayant quand même fait d'autres démarches à l'extérieur pour aussi rencontrer d'autres cabinets, parce que même moi, si j'entends, hein, le fait que moins on est baladé entre plusieurs intervenants, mieux c'est. Je comprends ça. En même temps, dans l'élaboration d'un projet professionnel, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs interlocuteurs en termes de prise de recul. Ça peut être intéressant aussi de voir, d'avoir enfin, tous les conseillers ne vont pas avoir la même approche, vont pas vous apporter les mêmes informations, les mêmes réseaux. Et j'irai même plus loin, dans un bilan de compétences, il n'est pas rare, hein, qu'on puisse proposer un regard croisé avec un collègue à un moment, justement pour avoir ce second regard. Donc, il y a cette clause du marché, mais il y a aussi moi, je trouve que c'est quelque chose de toute façon, de tout à fait pertinent, même si je comprends ce que vous voulez dire par rapport à ce sentiment d'être baladé, de devoir réexpliquer finalement où vous en êtes à une autre personne. Une question de Vanessa, si on a eu un poste dans lequel on était cadre, puis un autre dans lequel on n'était pas cadre, on est cadre ou pas? En fait, ce qui va déterminer ça, c'est le statut que vous avez au moment où vous sollicitez le service, en fait. Donc si vous êtes cadre au moment ou si vous êtes inscrite comme demandeur d'emploi
cadre, du coup, vous avez ce statut cadre. Donc c'est le statut que vous avez, à l'instant T. Il faut savoir que quelqu'un qui est, salarié du secteur privé et cadre va avoir le choix entre, le CEP par le groupement ou l'opérateur qui assure, le CEP, pour, les salariés du secteur privé et indépendants ou l'APEC. En fonction de son statut, parfois, on a le choix entre 2 opérateurs. Mais effectivement, ce qui va déterminer, lequel, entre guillemets, «est pour vous», c'est le statut que vous avez actuellement. Merci. Une question de Valérie. Le CEP peut-il aider à faire le dossier de VAPP? Tout à fait, c'est un des rôles du CEP. C'est d'accompagner en fait dans un certain nombre de démarches, administratives, un dossier VAP, une demande de financement de formation. Je pense notamment au projet de transition professionnelle, au dispositif démissionnaire. Alors bien entendu, ça va pas se faire, vous arrivez avec votre dossier et hop, aidez-moi à le remplir. Le conseiller en évolution professionnelle, pour bien faire son travail, il a besoin de cette première phase d'état des lieux partagé, pour bien comprendre quel est votre parcours, quel est votre projet, pourquoi cette VAP, vous faire part d'autres possibilités, parce que peut-être qu'il y a la VAP, mais peut-être que pour atteindre vos objectifs, il y a aussi d'autres moyens. Donc, il va avoir ce regard un petit peu large dans un premier temps. Et ensuite, en fonction, là encore, de ce que vous convenez ensemble, vous pouvez très bien lui dire, je connais les autres dispositifs, mais moi, je suis au clair, c'est vraiment la VAP que je veux faire. Et bien, en fonction de ça, il vous accompagnera dans l'élaboration du dossier. Tout à fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une VAP, qu'est-ce que c'est? Validation des acquis du parcours professionnel, c'est ça, VAP. C'est un dispositif, en fait, qui, permet, d'entrer en formation quand on n'a pas tout à fait le niveau. Imaginons, vous souhaitez faire une formation bac+5, vous n'avez qu'un bac+2, normalement, théoriquement, vous ne pouvez pas entrer. Eh bien, la VAP permet de valider les acquis de votre parcours professionnel et de vous permettre finalement, d'entrer dans cette formation. D'accord, merci Vanessa. Et une autre question de Vanessa. Si on souhaite changer de région, il vaut mieux prendre rendez-vous avec le CEP de la région actuelle ou de la région souhaitée, ou encore les deux? Alors les 2, vous ne pourrez pas, parce qu'on peut être accompagné que par un seul opérateur. Et puis parfois, c'est le même opérateur en plus, ça peut être le même opérateur sur les 2 régions, dont vous parlez. Donc ça n'aurait pas de sens. Moi, j'aurais tendance à dire, que ça va dépendre de plusieurs choses. Si vous souhaitez c'est déjà, l'échéance du projet. Vous souhaitez changer, est-ce que c'est bientôt? Est-ce que enfin voilà, c'est quelque chose de rapide dans le temps ou est-ce que c'est plutôt quelque chose à moyen terme, long terme? Ça va déterminer aussi la nécessité d'être accompagné par une région ou par une autre. Donc il va y avoir ça à prendre en compte. Ça va aussi être une question de modalité de rendez-vous parce que si vous souhaitez, vous vous dites: «Je préférerais être accompagné par la région, où je vais aller», est-ce que vous allez pouvoir vous déplacer? Est-ce que vous êtes OK avec le distanciel? Donc il y a plein de questions en fait à se poser. Et puis après, moi j'aurais tendance à dire que si c'est à court terme, moyen terme, que vous êtes OK avec, le distanciel et notamment la webcam, parce que pour tout un accompagnement, dans les faits, moi je trouve que du téléphone, c'est quand même compliqué. Mais que vous êtes OK avec la webcam, eh bien ce serait dans ce cas-là peut-être plus pertinent, de prendre un CEP de la région et je dirais même du département ou de la ville où vous allez, où vous souhaitez aller, parce que ce CEP, il aura une connaissance en fait de l'écosystème local dans lequel, vous allez finalement, vous insérer professionnellement. Et ça, c'est important parce que je le disais tout à l'heure, ce qui va déterminer aussi, le fait que votre projet soit réaliste et réalisable, eh bien, ce sont les perspectives, d'emploi, les perspectives professionnelles, sur la zone géographique où vous allez rechercher un emploi. Donc, moi, je trouverais ça assez pertinent, de prendre rendez-vous avec un CEP de la région où vous souhaitez aller, mais, à condition, voilà, que vous ayez cette possibilité d'accompagnement en distanciel et puis qu'on soit sur un projet à court terme, moyen terme, parce qu'à long terme, aujourd'hui, de toute façon, le marché de l'emploi évolue tellement que je suis pas certaine que ce soit, comment dire? Pertinent du coup, de prendre quelqu'un, dans la région où on veut aller, quoi. Merci Vanessa. Je ne vois plus de questions. On a encore 5 minutes si vous avez des questions. Si il n'y en a pas, c'est qu'on a été suffisamment clair et ça, c'est parfait. En tout cas, s'il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à contacter un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle et ils sont tout à fait disposés à répondre à tous vos questionnements.
J'attends encore quelques minutes, mais si, voilà, si on n'a pas de questions, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. J'espère voilà, qu'on aura pu vous aider à y voir un peu plus clair. Et dans tous les cas, il reste encore des dates demain de webinaire si vous souhaitez encore vous inscrire. Et encore une fois, tout sera disponible en replay sur le site voilà, qui est affiché www.semaine-d'évolution-professionnelle.fr. Vous aurez l'ensemble des replays. On n'a pas d'autres questions. Vanessa, merci à toi. Merci à vous d'avoir participé à ce Merci webinaire. à toi Morgane. Merci à tous pour votre écoute et puis pour vos questions très pertinentes. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.